Bonjour Guy Lyon. Bonjour. Bienvenue dans l'album, je suis ravi de vous accueillir. Et pour la petite histoire, le lien qu'on a, c'est une rencontre qui a une vingtaine d'années. C'était à Champagnole, à Pimoine plus précisément, dans le Jura. Et nous étions partis pour faire un reportage sur Guy Thomas, verviétois d'origine, poète, parolier de Jean Ferrat. C'était la première fois où j'ai eu le plaisir, je pense, ou la deuxième fois où j'ai eu le plaisir de le rencontrer, et vous, la première fois. Puis on s'est croisés quelques fois, et chaque fois qu'on discutait, vous m'avez raconté tellement d'anecdotes, de rencontres avec tant de personnalités du monde des arts, je me suis dit, mais Guy Lyon, c'est quand même un bon candidat pour l'album. C'est chose faite, je vous ai invité, et je suis ravi de vous accueillir. On a ce lien avec Guy Thomas, et Guy Thomas, c'est Verviers. C'est quoi vos liens avec Verviers, vous? Moi, mes liens avec Verviers, d'abord comme journaliste, il y a 3 journalistes qui m'ont quand même marqué, qui ont participé à ma vie. Roger Forthomme, qui était journaliste dans le quotidien, je pense, Le Jour, dans les années 50. Pierre Stéphanie, qui a beaucoup travaillé avec moi, qui travaillait à la Libre Belgique, à Paris Match, qui a sorti une douzaine de bouquins. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle, le 3e, Guy Thomas, journaliste, né à Verviers, et qui a fait ses études chez les Jésuites à Verviers. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fabriqué le plus énorme anard que j'ai jamais pu rencontrer. Il a été journaliste à Rakiri, ensuite journaliste Charlie Hebdo. Puis, il a continué à écrire des textes en étant un prof de lettres à Champagnole. Et surtout, plusieurs artistes lui ont pris ces textes. Et surtout, évidemment, il y a eu des textes pris par Jean Ferrat jusqu'au jour où, en 1985, est sorti un album intitulé Je ne suis qu'un cri. C'est ça. Et donc, cet album, composé de 14 textes de Guy Thomas, ce qui était à l'époque un événement, parce que ça n'est jamais arrivé qu'un artiste donnait la totalité des textes à un parolier. Et cet événement a fait que Guy Thomas est devenu vraiment ce parolier exceptionnel dans la chanson française, quoi. Il faut rappeler qu'à l'époque, un album de Jean Ferrat, c'était à peu près tous les 5 ans, ça battait tous les records. C'était un événement majeur chaque fois. C'est ça. Ferrat sortait tous les 5 ans. C'était un principe. Donc là, c'était celui de 85. C'est ça. Et il est devenu immédiatement disque d'or, platine et tout ce qu'on veut, parce que c'était vraiment un événement, surtout en France. Oui. Parce que Ferrat, c'est aussi le peuple de gauche. Oui, c'est ça. Et Guy Thomas avait aussi écrit quelques textes 10 ans plus tard, en 75, sur l'album La femme est l'avenir de l'homme. Oui. Et aussi une chanson un peu humoristique, Le chef de gare est amoureux, aussi, il avait écrit cela. Mais c'est après coup que Jean a estimé que ça valait la peine de faire un album complet avec uniquement Guy Thomas. Alors la transition est toute trouvée, le chef de gare est amoureux, on est en train sur cette photo, on va parler de vous, et on va parler de vos origines, et vos origines c'est Dinan. Oui, Dinan, j'ai connu une enfance heureuse, pourtant c'était la guerre. Donc d'abord il y a eu l'exode, j'étais sur le guidon de mon père, les Stukas qui nous mitraillaient. Ce sont des souvenirs précis, hein. Ce n'est pas des souvenirs que j'ai organisés. Quand on est revenu, la maison pillée, dévastée, et mon père travaillait à la gare de Dinan avec d'autres collègues. Il renseignait la résistance sur les trains militaires qui passaient, la composition, à quelle heure ils passaient. Quelques-uns ont déraillé, 2 ont explosé dans un tunnel. Ça a été un carnage. Suite à une dénonciation en 1944, la Gestapo est venue. Heureusement, mon père a été prévenu, il a pu partir, tandis que ses 2 collègues ont été décapités à Munich en 1944. Bon, ça, c'est...
Et Dinan, pour moi, c'est la guerre, évidemment, avec les résistants qui hurlent dans le sous-sol de l'hôtel des Postes, avec beaucoup de sang et des bombes, etc. Mais j'ai oublié tout ça. Pour moi, Dinan, ça a été une enfance fabuleuse, parce qu'on a refait la guerre des boutons, on s'est amusé, et surtout, ma mère, qui chantait tout le temps, a sûrement voulu essayer de reporter vers son gamin quelque chose, et je me suis lancé dans la chanson comme petit interprète, mais il n'y avait pas de voice à l'époque. La guerre des boutons, il y avait véritablement des guerres. Ah oui, il y avait des guerres de quartier. Moi, j'habitais le quartier Saint-Médard, et on s'attaquait au quartier Saint-Pierre, à coups de pierre, jusqu'au jour où mon frère Malin, il faisait beaucoup de choses d'ailleurs, hein, il avait aussi lancé le Jazz Club Mozan. On faisait les répétitions dans ma salle à manger. Moi, j'étais chargé de regarder dans la rue s'il n'y avait pas un chleux qui passait ou quelqu'un de dangereux, parce que du jazz en pleine rue, ça, c'était pas possible. Ah oui. Donc, lui, il avait trouvé un système. Il avait un jour enlevé tous les câbles de la radiodistribution. C'était du plomb. Alors, ce plomb, on l'a fondu. C'est devenu des munitions pour les lance-pierres. Ok, d'accord. Et vous avez parlé de chansons, et votre maman, effectivement, voulait que vous chantiez. On en a la preuve ici. Eh bien, oui, ça, c'est un peu ma mère qui chantait tout le temps. Elle aurait été tellement heureuse d'être sur les scènes. Elle a reporté son envie vers le gamin. Et donc, pendant la guerre, je me produisais. Il n'y avait pas de voice, hein, sur scène, aux entr'actes, lorsqu'il y avait des spectacles et des pièces de théâtre, etc. Et sur les affiches, on mettait à l'entr'acte le petit lion dans ses nouveaux succès. Ok. Alors, donc j'ai été, incontestablement, ça m'a marqué, mais je me suis aussi très vite rendu compte que ce n'est pas moi qui pouvais un jour être une vedette, mais j'ai eu envie de vivre et de côtoyer les vedettes et surtout de les vous produire. Occuper, oui, voilà, les produire, de vous occuper Alors, puisqu'on parlait de Dinan, bon, ça a été la guerre, j'ai très très bien connu, c'est pas des souvenirs qui reviennent et qui sont fabriqués après. Il y avait à l'hôtel de la Poste, à côté du pont, dans les caves, la Gestapo. La nuit, c'était l'horreur. J'ai entendu hurler des résistants. Quand ils n'étaient plus capables de hurler, on retrouvait leur corps sur le bord de la Meuse. C'était comme ça. Et d'ailleurs, ils avaient une réputation épouvantable en Belgique. La preuve, c'est qu'en 1945, 14 gestapistes de Dinan ont été jugés et fusillés à la citadelle de Namur. C'est le cas le plus extrême qu'on ait connu en Belgique, d'ailleurs. Donc, c'était ces gens-là. Avant ça, j'avais connu l'Exode, les Stuka et tout ça. Et pourtant, mon enfance, ce n'est que des bons souvenirs, parce que on oublie le reste. Hein. Alors, les bons souvenirs, c'est parce que la guerre des boutons. La guerre des boutons, mais ça existe, moi je l'ai vécu. Le quartier Saint-Médard contre le quartier Saint-Pierre, avec des grosses pierres, puis après avec des plombs, parce qu'on avait trouvé on s'était modernisé. Une ambiance extraordinaire. Bref, je reste un Dinantais presque d'origine. Et en 1947, c'est pour cela qu'il y a cette photo, il y a eu un événement. Dès qu'on l'a su, le bruit a couru dans toute la ville. Churchill est à Dinan. Okay. Et c'est vrai qu'il était peintre. Oui. Voilà. Et il était venu pour continuer une peinture qu'il avait commencée, pour repeindre, continuer à peindre la collégiale et la citadelle. On avait bien sûr bloqué le chemin où il était. Personne ne pouvait y aller, sauf le petit lion, évidemment. Alors, le petit lion est allé porter une bonne bière, une vraie de... Et vous avez rencontré Churchill. Alors, il a bu sa bière, il m'a papoté la joue,
C'est un grand événement. D'ailleurs, 6 mois plus tard, dans le café qui avait fourni cette bière, il y avait toujours un verre avec un truc. Dans ce verre a bu Winston Churchill. Alors on continue. Alors je continue, bien sûr. Après, on quitte l'enfance. J'arrive à Bruxelles parce que mon père et mon frère devaient y être. Donc on a déménagé, ça m'a pas fait plaisir. Et j'ai fait mes humanités ont été terminées à l'Athénée de Scarbeck, où j'ai eu comme prof André Delvaux. Alors, André Delvaux, c'était un prof de français, on avait tous la trouille devant lui, hein. En plus, on ne connaissait pas bien le néerlandais, mais il avait une passion déjà, il parlait cinéma. Donc, Lyon, toujours lui, il avait pour mission de dire Monsieur, le film où Stanley Kubrick a fait un fantastique travelling avec Kirk Douglas, hop, il était parti, et toute l'heure, on parlait cinéma. Et ça l'a tellement marqué qu'un jour, il a dit mais on va faire un film. Et le premier film de Delvaux, c'est avec ma classe, et le film s'appelle Nous étions 13. Oui. Et il a très vite compris qu'il ne pouvait plus être prof, et il est devenu le cinéaste qui a ouvert le cinéma belge à l'international. C'est fou comme histoire, voilà. Ça. Alors ça, c'est évidemment, non pas mon premier amour, c'est le premier amour, mais ça a été le seul de ma vie. Claire, qui a pris en 2018 un train, ce foutu train avant moi, trop vite bien sûr, et nous avons tout fait ensemble. Donc j'ai vécu intensément, mais heureusement avec elle, ce qui fait que j'ai peut-être oublié de vivre, comme diraient certains, mais comme c'était avec mon épouse, on vivait à du 100 à l'heure, mais ensemble. Donc ça n'a pas été grave. Elle était de tous les projets professionnels? De tous les projets, elle était aussi journaliste, donc elle travaillait un peu pour Marie-Claire, etc. Mais après, on a eu une telle activité en communication que j'avais besoin d'elle. D'accord. Alors oui, ça, bien sûr, après la première rencontre, je suis soldat. Extraordinaire, hein, soldat. Là, je suis portier à la caserne d'Ossin. Okay. Quand je dis portier, c'est pour ne pas dire être de garde, hein, parce qu'il ne faut pas trop rigoler. Et heureusement, Paul-Henri Spaak, j'avais déjà hein, mes accointances, et Paul-Henri Spaak m'a donné un fameux tuyau. Après mon instruction, je suis délégué, je deviens bibliothécaire de l'école royale militaire. OK. Alors, la planque, hein, évidemment. J'imagine. Et en même temps, nous étions en 1958. J'ai beaucoup participé avec le welfare. Donc, j'étais tout le temps à l'Expo 58. Ah bah oui. Et première rencontre des différents journalistes, en commençant par Janine Lambotte. D'accord. Voilà. Et donc, comme à l'école, à l'Athénée, j'organisais des tournois d'éloquence, des balles, etc., petit à petit, je me suis dit, mais ces petites organisations, il y a peut-être moyen d'en faire d'autres. Et on a ouvert, j'ai loué la salle de la Madeleine. Pour qui connaît Bruxelles, on sait que c'était la grande salle où on pouvait faire des grands bals. Et j'ai commencé à créer le bal des Catherinettes, le bal de la Saint-Valentin. Et pour les Catherinettes, une anecdote, puisqu'on parlait de vedettes, Piaf, je lui avais demandé de venir rencontrer les Catherinettes. Elle était déjà d'une santé très délicate. Elle m'a dit, oui, je viens. Je vais la chercher à l'hôtel Amigo. Elle monte les marches pour aller à la grande salle de l'hôtel de ville. Il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Et arrivée sur le palier, je me dis, c'est pas possible, elle va clamser. Elle ne pouvait plus bouger. Théo Sarapo lui donne quelques pilules, etc. Et je lui dis, bon, Edith, je vous reconduis à l'hôtel. Ah non, pas question. J'ai dit que je voyais les Catherinettes, je vois les Catherinettes. Donc, ça c'était... Et ce rapport avec les artistes, je trouve que dans les années 60, on va en parler un peu après, il y a eu un rapport qui n'existe plus maintenant. Les artistes ne comptaient pas leur temps, ils acceptaient tout, c'était sympa. Et
ils ont fait vraiment plein de choses que je leur avais demandé parce que j'avais besoin de leur aide pour vendre, évidemment, mon petit canard. On va en parler plus loin. Voilà. Le voilà. Le voilà, votre canard. Alors ça, c'est l'aventure. Ça a duré 18 ans. Avec Roger Forstom, dont j'ai parlé, on lance en 1964, Belgique numéro 1, le premier c'est là. On remarquera qu'il y a déjà Jean Ferrat. Hein. On lance Belgique numéro 1. Puis, 10 ans plus tard, il se présentait de cette manière-là. Mais le slogan qu'on disait aux clients, parce que c'était un journal gratuit, donc il fallait qu'on ait des annonces. Le principe, c'était de dire, vous payez l'espace et les idées, c'est gratuit. D'ailleurs, récemment, c'est pour ça qu'il est là, récemment, une collaboratrice pour mon 85e anniversaire m'a remis ce petit garçon où il est mis quand je dors, j'ai une idée, parce que c'était le principe. On vend des idées, non, on vend de l'espace. D'accord. Alors il n'y avait pas que des idées qu'on vendait, c'était aussi les artistes qui acceptaient vraiment n'importe quoi. Quoi, par exemple? Oh, bon, il y a Brel, on en parlera peut-être séparément, parce que c'est l'homme qui m'a marqué, j'ai organisé des tournées pour lui, etc. Mais sinon, on a fait... Alain Barrière, ouvrir un bowling, Barbara, ouvrir un rayon au Bon Marché, Sylvie Vartan, je crois qu'on l'a mis quelque part, oui, on elle était venue ouvrir, je crois ça c'était à Charleroi. Anecdote particulière d'ailleurs pour Sylvie, elle a tellement eu peur, tellement il y avait du monde évidemment, elle tombe dans les pommes comme on dit. Je la ramène chez le directeur en la portant dans les bras, donc je peux dire que je suis peut-être le seul à avoir porté à la fois Sylvie et David. Voilà, précisément quelques... Elle est là, une coupure de presse, ah, ça oui, c'est Sylvie Vartan. Là, c'est The Village People où on avait inventé des nouvelles chaussures. Je suis ici avec les Parisiennes. Aznavour, bon, tous ces gens, je les engageais, Thierry Leluron, et un mot particulier pour un ami. J'ai très souffert quand on a connu la fin pénible de sa vie, qui est Raymond DeVos. Raymond DeVos était évidemment un personnage extraordinaire, plus sur scène que sinon, parce que dans le privé, il était aimable et tout, mais c'est le principe de tous les comiques. Stéphane Steinman et d'autres, une fois qu'ils n'étaient pas sur scène, ils étaient rarement drôles. Hein. C'est ça. Donc Raymond DeVos, il se prêtait à tout. Et là, c'est une photo où je lui avais demandé pour l'ouverture du restaurant Sarma, je crois, de venir faire des pâtes. Alors il s'est prêté à tout ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces artistes faisaient ça gentiment, pour faire plaisir, n'ont jamais rien demandé. Et c'est quand les yéyés sont arrivés qu'automatiquement on demandait qu'est-ce qu'on a comme budget. C'était la fin du sympathique, quoi. D'accord. Voilà. Donc, les Parisiennes, c'est une aventure particulière parce que à l'époque, ma voiture, comme je faisais la promotion de NSU, c'était, je ne sais pas si beaucoup de gens, de téléspectateurs connaissent encore cette voiture, c'était la petite NSU 4, la Prince 4, toute petite voiture. Ce qui fait qu'un jour, je vais chercher Barbara à Charleroi, à la sortie des Beaux-Arts, où elle avait répété, et elle devait aller à l'Innovation pour ouvrir je ne sais pas quoi. Et elle me dit, où est le taxi? Je dis, bah, Barbara, il n'y a pas de taxi, c'est ma voiture. Et elle voit la voiture. Je vais rentrer dans ça, moi. Je dis, ben oui, j'en ai pas d'autre. Et effectivement, je dois reconnaître que Barbara et la Prince 4, c'est pas compatible. Non. Ah non, 1m80, etc., elle tapait contre le mur. Et le lendemain, j'étais avec les Parisiennes qui devaient aller de Charleroi à Namur. Et toutes les 4 Parisiennes dans cette petite voiture, elles n'ont rien dit, elles étaient rigolotes au maximum. Et quand on est arrivé à Namur, il y a une des Parisiennes qui attendait son amoureux, c'était Franck Fernandel. Ah oui, d'accord. Alors de tous ces artistes,
celui qui vous a fortement marqué, c'est Jacques Brel, évidemment. Ah oui, Brel, c'est évidemment un cas à part. Je l'avais déjà engagé pour un bal d'Athénée, puis je l'ai... Donc vous l'avez vu tout au début de sa carrière. Je l'ai réengagé après pour la folle nuit des Catherinettes, et après à la Saint-Valentin. Et j'ai profité de la Saint-Valentin pour faire une tournée de 10 villes. On est venu à Verviers, d'ailleurs, à l'époque. C'est en février 64. Ce qui a eu comme événement particulier, c'est que Jacques acceptait de chanter. Il avait des prix tout à fait raisonnables. Tout ça a été réglé avec Charlie Marouani. Mais on faisait un montant par jour. Alors évidemment, l'organisateur, lui, il essayait de faire 2-3 spectacles. Et il a accordé ça. Alors si bien qu'un week-end, il chantait le samedi à Charleroi. La nuit, il venait pour le bal de la Saint-Valentin à la Madeleine. Et le lendemain, à midi, il devait être au théâtre de Namur. Où d'ailleurs, Jean-Claude, qui était toujours mon complice dans tout, Jean-Claude Ménessier de la RTB, faisait ses 230 minutes. Donc lui, Jean-Claude faisait son émission depuis les sous-sols du théâtre. Et le soir, il y avait Arlon. On sort du théâtre, verglas généralisé. Plus possible de rouler. Je dis, bon, il n'y a qu'une solution, il faut prendre le train. Et Jacques me dit, mais non, c'est impossible. Hein. Moi, il y a deux voitures, 2 DS avec Jojo, avec son pianiste. Donc, impossible. Il me dit, non, moi, je prends la voiture. On arrive à Arlon, salle pleine, évidemment, gouverneur, etc. Et on ne voit pas arriver Jacques. On commence le spectacle avec un peu de retard. Bien sûr, il y avait toujours, à l'époque, il y avait toujours ce qu'on appelait une première partie. Lys Roland, Stéphane Seman, etc. Entr'acte, toujours pas de Jacques Brel. Mais j'avais Mich, sa femme, hein, Mich Brel, qui, pas oublié, hein, il n'y avait pas de portable à l'époque. Hein. Donc, j'avais en permanence, presque toutes les demi-heures, Mich qui me téléphone. Et alors, et Jacques? Je dis, mais j'en sais rien, Michel. Jacques, il n'est pas là, on ne le voit pas. Il faut accepter que Jacques Brel, visiblement, verglas généralisé, il est dans un fossé quelque part. Jean-Claude me dit, écoute, ne compte pas sur moi pour que j'annonce ça, c'est toi l'organisateur qui va. Bon, je m'apprête, monsieur le gouverneur. À ce moment-là, c'est authentique, hein, la porte s'ouvre et j'entends « Lyon, je suis là !» C'était Brel. Ils ont monté le tout, pas de balance, pas eu de temps, etc. Et quelques mois plus tard, je l'ai revu à Knock ou à Ostende, et il me disait, non, je dois reconnaître que c'est un truc que je n'oublierai jamais, parce qu'à l'époque, c'était le plus grand des succès qu'il avait vu. Alors j'ai continué à le rencontrer, on allait souvent chez Stans ensemble. J'ai assisté à toutes ses répétitions quand il a fait L'Homme de la Mancha. On était à la première, bien sûr. Et puis, bien après, quand il y a eu Lascoy, les Marquises, on s'est perdu de vue. C'est ça. Mais c'était un personnage, c'était un génie, mais c'était tellement un pote, quoi. Ah oui. C'est ça qui était terrible. Et ça, forcément, Brel m'a marqué, et il est toujours là. Hein. Il est toujours là, bien sûr. Alors voilà, ça c'était la première partie de ma vie. C'est ça. Belgique numéro 1, le spectacle, etc. Quand, en 1975, il y a un gros événement pour tout le monde, c'est le premier choc pétrolier. Oui. C'était le début des gros problèmes pour la presse. Le papier coûtait une fortune. Donc, il périclite. Et en 1980-81, on termine l'aventure. Et je me lance dans une firme de société, une société que j'avais créée avec des copains, de relations publiques et d'organisation d'événements. Et à l'époque, je commençais beaucoup à m'interroger sur l'environnement. C'était pas courant, hein, parce que quelqu'un qui s'interrogeait sur l'environnement, c'était forcément un croisé de l'environnement. J'avais très peu de gens qui y croyaient. Et j'ai organisé des salons de l'environnement, Green Fair, SOS Pollution. Et bien sûr,
je continue à agir là-dedans comme je faisais avant. Donc, il y avait toujours un invité. Alors, un jour, Seyé Yudi Menouin, qui est vraiment quelqu'un qui était très sensible à la défense de l'écologie et de la planète, que j'ai reçu, c'est ici, c'est avec mon épouse, on le reçoit à l'inauguration de Green Fair. Une autre fois, j'avais voulu avoir oui, là, ici, voilà, c'était avec le prince Laurent. Une fois, j'avais demandé au palais, comme ça qu'on disait, le roi, je savais que je ne l'aurais jamais, je voulais avoir Philippe, qui était à l'époque le prince. Pas de réponse. Et puis un jour, on m'a dit, écoutez, vous savez, on s'est réunis désormais. Astrid va s'occuper de l'humanitaire, la Croix-Rouge, etc. Philippe, uniquement l'économie. Et Laurent, qui n'avait rien, on le met dans l'écologie. Si bien que j'ai attrapé Laurent pour la première fois, qui est devenu le prince de l'écologie, mais c'est là ses débuts. Alors, comme on a inventé la notion des messagers de la Terre, et il est là entouré de Dirk Friemuth, d'un navigateur, d'un truc. Et lui, j'ai senti qu'il avait envie d'écologie. Il y avait une voiture qui roulait déjà à l'époque à l'hydrogène. Il avait trouvé ça super. Donc, c'est ma première rencontre avec Laurent. Mais ce n'est pas ma seule rencontre avec le palais. On en parlera. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez été sensible à l'environnement à une époque où, il faut le dire, comme on vient de le souligner, vous étiez précurseur. Le premier candidat écologiste en France, c'était aux élections de 74. Ouais. C'était Dumont. Oui, René Dumont. Oui, oui. Et là, on découvrait même le mot écologie. Je ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez déjà sensible à cette époque-là? J'en sais rien. Vous savez pas? J'en sais rien. Évidemment, j'étais journaliste quand même. Donc, à un moment donné, comme journaliste, j'ai commencé déjà à travailler, à faire des dossiers pour la DG Environnement, qu'on appelait à l'époque. Donc, je me suis quand même impliqué dans l'environnement. Pourquoi, j'en sais rien. Mais je sais qu'un jour, j'ai franchement eu la trouille. Je me suis dit, mais où va-t-on? Mais je n'osais presque pas le dire. Ah oui. Maintenant, hein? Oui, effectivement. Alors donc, dans les événements, j'ai créé les salons de l'environnement. Puis, on a aussi organisé des actions pour le ministre de l'Environnement ou pour les régions, notamment des actions pour la qualité de l'air, un pédalé à l'œil et un roulé sans gazé. Roulé sans gazé, ça avait été fait avec la collaboration de Touring Secours. Les voitures qui rentraient dans Bruxelles, on les arrêtait, on voyait s'ils avaient... Et si ils avaient une pas trop de nocivité, on leur donnait un petit cadeau. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est essentiel ce dessin. C'est sûrement le seul dessin où on voit la voiture de Gaston qui ne pollue pas. Oui. Ça n'existe nulle part ailleurs. On est bien d'accord. Il a fallu un accord, d'ailleurs. Et donc, Gaston qui ne pollue pas. Puis, je l'ai mis l'année suivante en vélo, où là, l'idée, c'était, on avait loué une quinzaine de containers. J'avais 500 vélos, des beaux vélos Peugeot. Et le public pouvait avoir un vélo gratuitement. On avait organisé tout un système. Donc, c'était le début de vélo avant que ça existe. C'est ça. Seulement, j'ai constaté que j'étais peut-être un peu trop bisounours. Le lendemain, moi j'avais des étudiants avec une petite salopette blanche, avec un bel écuisson qui s'occupait des vélos, sauf que dans les 15, je crois que les 15 à la fois, oui, dans les 15 containers où se trouvaient les vélos, sont arrivés un paquet de loupards qui ont piqué les vélos, et le lendemain, on n'avait plus de vélos. Donc, il a fallu l'aide du ministre, heureusement que j'avais un peu de réserve. Les vélos, bien sûr, ils n'étaient pas perdus pour tout le monde. Alors, quand j'allais du côté de Molenbeek ou d'Anderlecht, je voyais mes vélos avec des gamins. Alors, j'arrêtais, je lui dis, « Hé, c'est à qui ce vélo ?»« Ah, c'est pas à moi, monsieur. »« Non, non, c'est à mon frère, monsieur. »« Non, non, je vous assure, monsieur. » Bon,
je n'avais pas le temps de prendre ce vélo parce que j'avais tout de suite les grands frères qui arrivaient. Et je ne pouvais pas rester longtemps. Mais on avait repéré quand même qu'il y avait 60 vélos dans une cave. Ok. J'appelle le bourgmestre et surtout le commissaire de police de Molenbeek. Je sais où il y a 60 vélos. Réponse. Il ne faut pas oublier à l'époque. Hein. Réponse. Monsieur Lyon, vous ne croyez quand même pas que je vais faire une émeute pour des vélos. Donc, c'était déjà le problème. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est qu'il y a des Kalachnikov, quand même. C'est toujours la même idée. On voit Gaston Lagaffe. Quand vous avez connu tout le monde, vous avez connu Franquin aussi. Ah, Franquin, ça c'est autre chose. André Franquin, en 61, je me marie, je n'ai pas beaucoup de sous, donc ma 4 chevaux pourrie, elle pouvait rester dehors, et je mets sur la porte du garage à louer. Un quart d'heure après, arrive quelqu'un pour me le louer. C'était André Franquin. Il habitait une centaine de mètres plus loin. Un jour, malheureusement pour lui, ma voiture, c'était plus une voiture pourrie. J'avais envie de la mettre dans le garage. Mais heureusement, il y avait le garage de ma belle-mère qui était libre. Je lui ai encore loué le garage. Et donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Puis il a participé à des concours de Belgique numéro 1 pour les gosses, etc. Et je le rencontre chez le marchand de journaux. Je dis, tu sais, André, maintenant, moi, je m'en vais. Avec des amis, on crée le Verre Clos. Je lui explique ce que c'est. 5 villas appartements dans un site assez exceptionnel, et qui est venu nous rejoindre à peu près 3 mois plus tard, André Franquin. Okay. Ce qui fait que j'ai eu pendant 40 ans quelqu'un qui louait mon garage, et pendant 40 ans le même voisin. D'accord. Voilà. Il était comment, Franquin? Franquin, il avait... Tout le monde sait, hein, on l'a lu un peu partout, c'est quelqu'un qui avait... il a sombré dans des dépressions nerveuses, j'ai bien compris le pourquoi d'ailleurs. Mais à titre personnel, il avait acheté un appartement en duplex et il avait un atelier, il est toujours là d'ailleurs, un peu plus loin. Et donc pour aller de son appartement à l'atelier, il devait passer par le garage et il rentrait dans l'autre villa. Il aurait bien raclé les murs pour ne pas... Tellement il voulait qu'on ne le voie pas. Il avait une peur immense d'être vu comme un artiste, comme quelqu'un de... Donc il avait une discrétion, une modestie, et surtout, il rendait service à tout le monde. Ok. Non, c'était un... Pour moi, c'est le plus grand génie de la bande dessinée. Oh oui, sûrement, sûrement. Ah bon, ben voilà, on a parlé tout à l'heure de Brel, mais ça c'était effectivement en février, lors de la tournée à Arlon, Verviers, etc. Mais Jean Corty, Brel avait deux accordéonistes. Jean Corty, qui était celui qui l'accompagnait dans les tournées sur scène, et bien sûr le Marcel, le chauve Marcel, je cherche Marcel Azola. Marcel Azola, lui, c'était l'accordéoniste des studios. Et Corty, je l'ai revu 20 ans plus tard, c'est à ce moment-là, parce que je faisais partie d'un jury à Vesoul, où tous les ans, il y a un concert particulier, Brel, avec des jeunes, etc. Et faisant partie du jury, il était avec moi. Et c'est un personnage assez étonnant. Cette photo, elle est prise dans un reportage qu'on peut voir à la Fondation Jacques Brel. C'est France Brel qui me l'a donné. Je recommande d'ailleurs la Fondation pour qui ne l'a pas encore vue. Il y a notamment des présentations de films étonnants. Si on aime Brel, il faut aller un jour à la Fondation Brel à Bruxelles. C'est bien noté. Oui, ben ça, bon, j'ai continué après, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ma dernière activité en spectacle, c'était pour aider les jeunes dans la chanson française. Alors, on avait créé la Biennale de la chanson française à Bruxelles,
Et puis j'ai fait une tournée en Suisse, un peu partout, et on avait appelé ça la chanson française européenne. C'est, je peux dire, dans les dernières activités, ça remonte à peu près aux années 2000. C'est ça. Alors là, bien sûr, la musique, elle me poursuit, mais ça, c'est beaucoup plus tard. J'ai parlé tout à l'heure du verre clos. Le verre clos, c'est un ensemble immobilier. Je peux dire que je porte à bout de bras parce qu'il y avait eu des problèmes avec le promoteur. Il a fallu recréer un jardin assez exceptionnel. Avec mon épouse, on est allé choisir des arbres adultes dans la vallée Chevreuse et on a fait un endroit qui est assez exceptionnel comme immobilier à Bruxelles. Alors, de temps en temps, maintenant je vais sûrement faire quelque chose de très particulier pour les 90 ans. Là, c'était pour les 85. On fait une petite réunion dans le jardin, mais pour les 90 ans, ça ne sera pas une petite réunion. Hein. Je pense que je vais pouvoir peut-être casser la baraque. Ok, vous partez dans l'événementiel. Voilà. Chasser le naturel. Voilà. Eh bien voilà, c'est effectivement le verre clos, une allée. J'ai sorti un petit imprimé pour l'Assemblée générale en disant il fait bon vivre au verre clos, et c'est vrai. Oui. Alors on a parlé de plein de choses et pas de ma famille, mais heureusement, elle est toute petite ma famille, hein, puisque je n'ai qu'un fils, Olivier. Il est aussi dans l'événementiel, ça s'appelle Deco, Clear Channel, etc. Et j'ai ma petite fille Coralie qui vient de me donner 2 arrière-petits-fils qui sont là, et ça c'est la petite famille Lyon que je vais retrouver bientôt. D'accord. Quand on arrive à la fin de cette émission, quand je vois tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a, quelles seraient les choses que vous n'auriez pas fait et pour lesquelles vous avez du regret que vous auriez tant voulu faire? Non, il y a 2 choses. C'est qu'il y a d'abord des choses que j'ai faites et que je n'oserais plus faire. Ok, quoi par exemple? Les trucs incroyables avec les artistes. Ils se sont prêtés à tout. Par exemple, on a un jour organisé une grande fondue. Alors, j'avais chaque fois un artiste qui venait, et j'ai eu 2 refus. Brassens, gentil, très gentil, très cordial, mais qui m'a dit « Non, excusez-moi, mais je ne fais rien de truc à l'extérieur. » Mais il était gentil tout plein, est-ce qu'on prend un verre ensemble? Et puis un autre qui m'a regardé en disant « Il ne me l'a pas dit, mais je lisais dans ses cheveux, je lisais dans ses yeux. » Mais quel est le con que j'ai devant moi? Ça, c'était Gainsbourg. Allez. C'est les 2 seuls qui n'ont pas accepté. Et avec le recul, je me dis, mais quand même, mais sinon, évidemment, Annie Cordy, par exemple, je lui ai demandé de couper une grande pizza géante qui avait été fabriquée par Donini, et je l'ai appelée Donini la chance. Alors, Annie m'a dit, écoute, celle-là, on ne me l'a encore jamais fait. Hein. Donc, en fait, on a fait beaucoup de choses, mais maintenant, on ne pourrait plus les faire. C'est ça. Le temps passe et la vie se déroule autrement, c'est vrai. Avec d'autres habitudes et d'autres manières de fonctionner. Oui, et je regrette parce qu'en fait, bon, j'en peux rien, moi, mais je suis le vieux schnock qui a ses idées, mais quand j'entends les textes, parce qu'on parle des fois de chansons à texte, et où sont les chansons à texte? Il y a 3 mots qu'on trouve, qu'on répète 20 fois, et alors, dans le soir récemment, il y a eu un article reprenant les textes importants du rap. C'est lamentable, évidemment. Donc, je trouve que c'est l'époque que j'ai vécue, j'ai de la chance de l'avoir vécue, mais on a l'habitude de dire, et c'est vrai, qu'il y a eu les Golden 60s. Mm-hmm. Mais les Golden 60s ont été faites aussi avec les Golden Boys et les Golden Girls. C'est parce qu'on a travaillé comme des dingues, on travaillait jusqu'à plus d'heures, mais on se marrait, et ce qu'on lançait marchait, quoi. Voilà. Merci pour ce partage, et merci justement de nous avoir renvoyés à cette époque, et avec tant de rencontres et tant d'expériences, avec tellement d'artistes.
on n'a pas tout dit, mais c'est pour une prochaine fois. Ce sera pour un prochain épisode. On referme celui-ci, d'accord? Ça va. Merci à vous, Guy Lyon. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours. C'est, vous le savez, tous les lundis, 20h30 sur Védia. C'est l'album. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.